Bonjour à celles et ceux qui nous écoutent, bienvenue au Maître Cube, le podcast qui parle de cubes et plus généralement du jeu de cartes Magic l'Assemblée. Je suis Lucas, votre hôte, et nous nous retrouvons pour le deuxième épisode du Cube-toriel que j'ai commencé la semaine dernière et où, exceptionnellement, j'animerai seul, sans invité. La semaine dernière, on avait vu la partie qui concernait votre idée de départ, votre concept. En quelque sorte, ce qui va vous amener à créer votre cube, le point de départ, mais aussi le fil conducteur. C'est ce fil conducteur qui va évidemment nous intéresser aujourd'hui, puisque l'épisode numéro 2 sera consacré à la réalisation du cube en tant que tel, c'est-à-dire sélectionner les cartes qui vont constituer votre cube, tout simplement. Alors, déjà, petit disclaimer, je pense que c'est important de préciser que je ne vais pas parler, en fait, je ne vais pas évoquer plus que ça la situation qui consiste à partir d'une liste toute faite et ou à partir d'une base déjà existante et ensuite la modifier. C'est une méthode qui est complètement valable si vous voulez monter votre cube. Nul besoin d'inventer votre propre liste de toutes pièces. Néanmoins, cet épisode sera vraiment uniquement consacré à ceux qui mettent les mains dans le cambouis, puisque si votre liste est toute faite, vous n'avez nul besoin de sélectionner les cartes qui composeront la liste. Vous avez juste besoin de prendre le cube qui vous plaît, et vous aurez simplement à passer à l'épisode 3, qui vous expliquera comment le réaliser en vrai, avec du carton. Et que vous puissiez ensuite jouer vos petites parties de Magic l'Assemblée. Fin du disclaimer, mais tout ça pour expliquer que aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est vraiment comment créer la chose, comment penser à toutes ces cartes qui constituent votre cube. De la même manière, je vais régulièrement utiliser des valeurs numériques pour parler de certaines quantités. J'essaierai évidemment d'utiliser des proportions dans la mesure du possible, mais si par moment j'utilise des valeurs chiffrées, n'oubliez pas que tout ce que je vais exprimer sera toujours dans un référentiel d'une liste de 360 cartes, pas une de plus, pas une de moins. Ça vous permet d'avoir une idée sur une taille de cube plus standard, mais évidemment, si jamais vous voulez l'appliquer sur un 540 ou un 720, vous avez juste besoin d'ajuster proportionnellement. Fin des petits disclaimers, passons aux choses sérieuses. Bon, concrètement, pour créer votre cube, vous allez avoir besoin d'outils. Et évidemment, quand je parle d'outils performants, je parle d'outils adaptés à vos besoins. Bon, je ne vous présente plus Cube Cobra, notre site de référence avec lequel créer ces cubes. C'est de très loin le site le plus adapté pour constituer votre liste. Mais vous n'allez pas uniquement vous contenter d'utiliser Cube Cobra. Cube Cobra, c'est un site qui va vous permettre principalement, mais pas que, je vais en parler juste après, c'est un site qui va vous permettre de monter votre liste et il dispose d'énormément d'options pour vous permettre de visualiser votre liste de la manière la plus pratique possible. Ça va vous permettre aussi de classer vos cartes de certaines façons, de faire certaines recherches, bref. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans le détail de tout ce que Cube Cobra peut faire. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que je vous recommande vivement, très fortement d'utiliser Cube Cobra pour monter votre liste. Et si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, je vous assure que les fonctions de base de Cube Cobra sont très accessibles et je vous le recommande malgré tout comme outil de prédilection. N'utilisez pas les outils en ligne qui permettent de réaliser des decklists. La plupart du temps, ils ne sont tout simplement pas adaptés à vos besoins. Notamment, la plupart ne sont pas capables de gérer une aussi grande quantité de cartes de façon ergonomique et confortable. Le premier des outils dont je vais vous parler, c'est Scryfall, un site internet que je ne devrais plus avoir à présenter, mais peut-être que vous ne le connaissez pas. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à vous y rendre. Scryfall, c'est le meilleur site internet pour faire une recherche de cartes avec des critères. Le site est extrêmement complet. Le site vous donne la possibilité d'avoir énormément de filtres différents. Si vous cherchez une carte spécifique, vous la trouverez avec Scryfall. C'est très important parce que vous allez régulièrement, quand vous créez un cube, chercher des cartes qui vont remplir certaines fonctions, qui vont avoir certains mots-clés, qui vont répondre à certains thèmes, qui vont répondre à certaines fonctions, mais aussi à certains types. Scryfall est votre outil de prédilection pour trouver ce que vous cherchez. Maintenant,
Si vous êtes vraiment pas très à l'aise avec l'anglais, vous pouvez utiliser un site comme Magicville, par exemple, dont les filtres, de mon point de vue, sont bien moins complets, beaucoup moins précis, et donc je ne vous le recommande pas si vous voulez faire une recherche spécifique. Scryfall est vraiment mon go-to. Personnellement, je n'utilise quasiment que Scryfall lorsque je fais une recherche spécifique de cartes. Maintenant, si vous êtes vraiment fâché avec l'anglais, je ne pourrais pas vous y forcer. Mais c'est de très loin le meilleur outil pour ce faire. Le deuxième outil dont je veux vous parler, c'est EDHREC. EDHREC, je vous en avais un tout petit peu parlé dans l'épisode avec Baptiste. Tout le monde peut créer un cube. En fait, c'est un site internet qui, d'habitude, est complètement dédié aux joueurs de Commander. Là, vous me dites, le cube et le Commander, c'est pas la même chose. En plus, la plupart des cubes, c'est du format 1 contre 1. Le Commander, c'est du free-for-all. Qu'est-ce que tu baves ? En fait, la réponse est très simple. EDHREC est un site très intéressant quand vous cherchez des cartes qui sont associées de manière synergique à d'autres cartes. En fait, ce qui caractérise le format Commander, c'est le fait d'avoir des decks extrêmement spécialisés. Des decks qui vont répondre à des fonctions très spécifiques et d'avoir des cartes qui gravitent autour d'une command zone, cette fameuse créature qui se trouve en zone de commandement donc, et à laquelle vous avez accès à chaque partie. L'idée, c'est que votre deck sera bien meilleur si vous avez beaucoup de cartes dans votre deck qui fonctionnent avec la créature que vous avez en command zone. Encore une fois, c'est un format où vous avez la possibilité de le faire, car c'est un format où vous avez plus de points de vie et où vous allez moins être la cible privilégiée de vos adversaires, puisqu'il y a 3 adversaires pour se partager. Donc, l'intérêt d'EDHREC, ça va être de vous permettre de chercher des cartes qui gravitent autour d'autres cartes. Si jamais vous développez un archétype, une mécanique, une synergie particulière et que vous cherchez des idées de cartes qui pourraient rentrer autour des cartes que vous avez déjà mises, EDHREC est un très bon outil pour avoir une sélection d'exemples qui pourraient rentrer dans votre cube. Attention néanmoins, EDHREC a plusieurs défauts. Le premier, c'est qu'il souffre extrêmement fort d'un symptôme qui est l'uniformisation. En effet, EDHREC va surtout vous montrer les cartes qui sont présentes dans un grand nombre de decks. Ce que ça veut dire, c'est que la petite pépite, la petite perle inconnue qui n'est jouée nulle part, vous aurez du mal à la trouver sur EDHREC. Heureusement, Scryfall est là pour ça. Le deuxième problème d'EDHREC, mais ça je n'avais pas besoin de vous le dire, c'est que ça reste pour les joueurs de Commander. Les cartes qui sont fortes en environnement Commander ne sont pas forcément fortes en environnement 1 contre 1. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une super belle carte synergique à 5 ou 6 mana que vous devez forcément l'inclure dans votre cube. Peut-être que la tempo de votre cube ne collera pas du tout à ce que vous essayez d'intégrer. Et donc, il faudra par moment faire des arbitrages qui consisteront à décider si ces cartes-là sont adaptées à votre format ou pas. Néanmoins, je pense que c'est un outil qui, bien utilisé, peut vous donner de bonnes idées. Et comme ce que j'allais dire juste après, ça va vous permettre de vous donner de l'inspiration. Le troisième outil dont je voulais vous parler, c'est Cube Cobra. Mais pas Cube Cobra pour faire votre liste. Non. Cube Cobra pour 2 outils très importants. Le premier, c'est la recherche d'autres cubes. Et enfin, évidemment, la Cube Map. Alors, qu'est-ce que c'est que la Cube Map ? Sans trop rentrer dans le détail, pour vous expliquer le concept, l'idée c'est que les cubes qui se trouvent sur Cube Cobra sont cartographiés sur ce qu'on appelle la Cube Map, donc littéralement la carte des cubes. Imaginez que plus un cube est proche en termes des cartes qui se trouvent dedans, c'est-à-dire 2 cubes popper, ils ont beaucoup de cartes en commun. Imaginez que ces cubes-là, donc chaque cube c'est un petit point sur une carte, et que plus il y a de cartes en commun, plus ils sont proches les uns des autres. Là vous vous retrouvez avec un magnifique continent de cubes tous plus semblables les uns que les autres, et des îles avec des cubes un peu plus originaux. La Cube Map est un excellent moyen de regarder des cubes qui essayent de faire la même chose que vous, ou en tout cas des choses suffisamment proches pour que vous puissiez y piocher de l'inspiration. Ça va vous permettre à la fois d'avoir des idées que vous n'auriez pas eues, et à la fois vous donner de l'inspiration pour vous éloigner de cubes déjà existants. N'oubliez pas que si vous avez une idée de génie, le plus probable, c'est pas que vous soyez un génie, c'est que l'idée que vous avez eue, quelqu'un d'autre l'a déjà eue avant vous, et qu'il n'a pas réussi à la mettre en place, donc peut-être qu'elle ne marche pas très bien. Néanmoins, ce que ça veut aussi dire, c'est que la plupart des idées que vous allez avoir, d'autres personnes en ont eu des similaires, et c'est pas grave. Ça n'enlève pas du tout la valeur à votre idée. Ce que ça vient dire, c'est justement que vous pouvez vous appuyer sur leurs travaux pour continuer à perfectionner ce sur quoi ils ont déjà
travaillé avant vous. La cube map et de manière générale la recherche de cubes sur Cube Cobra, c'est ce qui vous permettra d'avoir d'autres cubes, d'autres données sur lesquelles vous appuyez pour éviter de vous retrouver tout seul et ne pas avoir de point de référence. Dans n'importe quelle démarche itérative, on essaye à la fois de s'appuyer sur des feedbacks, c'est-à-dire vraiment vos sensations ou ce que vous observez et qui vous donne des réponses en quelque sorte aux questions que vous pourriez vous poser, mais en général, on s'appuie toujours sur un référentiel. Ce référentiel, c'est ici que vous le trouverez. Le but de tout ça, vous vous en doutez, c'est une seule et unique chose, rassembler des cartes. Et ces cartes, c'est elles qui vont constituer le squelette de votre cube. Maintenant, on va s'intéresser non pas à comment chercher les cartes, mais à pourquoi est-ce qu'on en chercherait certaines plus que d'autres. La première chose à laquelle je vous conseille de penser lorsque vous réfléchissez à votre cube, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est la mana base. Alors, la mana base, on en a déjà parlé en long, en large, en travers, et j'en reparlerai encore en long, en large, en travers, mais c'est une des parties les plus importantes de votre cube, c'est vraiment la moelle épinière de votre petit bébé. Si jamais votre mana base elle est foireuse, votre cube sera foireux. N'oubliez pas que même si vous avez mis les synergies les plus incroyables dans votre cube, que vos archétypes sont tous plus fous les uns que les autres, que vous avez mis des combos complètement dingues, si vos joueurs et vos joueuses n'arrivent juste pas à les jouer parce qu'ils n'ont pas du mana de la bonne couleur, eh bien ça n'a pas grand intérêt. Maintenant, tous les cubes n'ont pas les mêmes besoins en matière de mana base, et c'est ça dont on va parler là tout de suite. Je ferai probablement un épisode complètement dédié au mana dans les cubes, mais rapidement ce que je peux vous dire, c'est plusieurs choses. Déjà, premièrement, la quantité de terrain non base, ou plutôt la quantité de terrain qui fixe le mana, certes elle va varier selon les cubes, mais il y a quand même un ordre d'idées dans lequel on peut un petit peu évoluer. Pourquoi ? En dessous d'un certain nombre, vous risquez de ne pas en avoir assez pour tout le monde, et au-delà d'un certain nombre, vous risquez de manquer de playable, c'est-à-dire de manquer de cartes actives. Si jamais vos joueurs et vos joueuses, ils ont plein de terrain, mais qu'ils n'ont pas de cartes à jouer, les pauvres, j'ai envie de dire. Donc, on veut surtout éviter ça. Pour ce faire, je vous recommande d'éviter vraiment de dépasser les 70 terrains dans votre cube de 360 cartes. Je considère que quand vous êtes déjà à 60 terrains, vous êtes sur un cube qui est extrêmement bien fixé. Encore une fois, je dis 60 terrains pour fixer la mana. Qu'est-ce que j'entends par un terrain qui fixe la mana ? Un terrain qui produit au moins 2 couleurs et qui donc va vous permettre d'augmenter le nombre de sources de mana colorées dans votre deck sans augmenter le nombre de cartes qui produisent du mana. C'est très important parce que vous n'avez pas envie d'avoir uniquement des cartes qui font du mana, vous voulez avoir des cartes actives, des cartes qui font des choses. Mais vous êtes limité, un terrain de base ça fait qu'une seule couleur. Si tous vos terrains font 2 couleurs, avec le même nombre de terrains, vous avez 2 fois plus de sources de mana colorées en tout, puisque vous avez, dans un exemple, vous auriez 17 terrains. Au lieu d'avoir 17 mana bleus ou 17 mana rouges, si au lieu d'avoir des îles et des montagnes, vous avez que des îles volcaniques, vous avez 17 sources de mana bleus et 17 sources de mana rouge, alors que vous avez toujours que 17 terrains. Voilà, ça c'est le principe. Dans l'idée, 60, c'est déjà un cube qui est très très bien fixé en mana. Vous pouvez vraiment descendre. Descendre à 40, c'est vraiment raisonnable. Bon, ça commence à être pas très élevé si vous descendez en dessous. Par exemple, si vous êtes autour d'une trentaine de terrains non base, je vous recommande vivement d'avoir d'autres sources de mana colorées ailleurs, comme par exemple avec des artefacts, les cachets ou les talismans. Ce sont d'excellentes manières de fixer votre mana et qui ne sont pas des terrains. En fonction de votre cube et de ses besoins, peut-être que ce sont des sources colorées extrêmement pertinentes, ou peut-être pas. De manière générale, un peu moins d'un sixième de votre cube en mana, c'est-à-dire par exemple 50 pour un 360, puisque 60 ce serait pile un sixième, moi je vous recommande de faire un petit peu moins, sauf si vous voulez un cube extrêmement bien fixé, c'est plutôt un bon ordre d'idée. Maintenant, quels sont les types de sources de mana que vous voulez mettre dans votre cube ? Encore une fois, on pourrait faire un épisode entier dessus, et je vous assure, ça arrivera. Non, là ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que ça dépend de vos besoins. Si vous voulez un cube qui permette des archétypes bicolores, tricolores, voire plus, vous allez probablement avoir besoin de davantage de terrains qui fixent la mana, davantage de sources de mana colorées, de sources de fixing. Maintenant, vous avez différentes manières d'arriver à cela. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que déjà, l'association Fetchland, donc les fameux terrains qui vont chercher d'autres terrains dans votre deck, et les terrains bicolores ou tricolores ayant des types de terrains de base, je pense au Triome pour les tricolores ou bien
les Ravland, les Dual Land originels, les Surveilland, tous ces terrains-là pour les terrains bicolores. Cette combinaison permet de fixer la mana beaucoup plus efficacement dans un cube que si vous aviez juste des terrains non fetchables. Pourquoi ? Parce que la quantité de ces terrains qui vont pouvoir intéresser un de vos joueurs à la table est beaucoup plus élevée. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails et dans toutes les stats, mais retenez que si vous mettez des fetchlands, vous avez beaucoup plus de chances, d'avoir des terrains qui vous intéressent pendant le draft, vous en tant que joueur, même si vous ne jouez que 2 couleurs, et deuxièmement, que ça va vous rendre beaucoup plus facile le fait de splasher une couleur. Ce que j'entends par splasher une couleur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le splash, ça signifie avoir une base de mana colorée, disons bicolore dans votre deck, mais vous avez une petite pointe d'une 3e couleur. C'est ça qu'on appelle le splash. Un petit peu comme une petite éclaboussure de peinture sur votre palette. Bien, maintenant qu'on a vu tout ça, ce qui est important, c'est surtout de savoir si vous voulez plus ou moins de fixing dans votre cube. La manière de le savoir, ça va principalement résider dans combien vous voulez que les joueurs soient capables de jouer de couleurs. Si vous voulez que vos joueurs jouent facilement de couleurs et régulièrement 3, vous aurez besoin de plus de sources de mana, plutôt que si jamais vous souhaitez que vos joueurs jouent maximum de couleurs. De la même manière, même si je sais que Andy Mangold ne serait pas d'accord avec moi, je sais que Lucky Paper Radio me surveille, mais sachez que la quantité de sources de mana dans votre cube reste résolument attachée à la possibilité de constituer les fameux decks 5 couleurs good stuff, c'est-à-dire des decks 5 couleurs qui jouent que les meilleures cartes. Oui, les cartes que vous mettez dans votre cube vont être prépondérantes dans créer la possibilité ou non d'avoir ces fameux decks 5 couleurs. Maintenant, la possibilité d'assembler facilement une base de mana qui assemble 5 couleurs à chaque partie est fondamentale dans la possibilité de créer ce deck. Si vous voulez éviter d'avoir des decks 5 couleurs trop facilement, je vous déconseille d'ajouter la combinaison Fetchland Triome, car la combinaison des deux vous permet d'assembler 5 couleurs d'une facilité déconcertante et de splasher extrêmement facilement. Contentez-vous, c'est mon humble avis, de la combinaison Fetchland et Dual Land, si c'est ce que vous cherchez. Après, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des Fetchland. Certains cubes n'en utilisent pas et se portent très bien en termes de fixing. C'est vraiment par rapport aux sensations, aux synergies et surtout à quel point vous voulez pousser les joueurs à jouer beaucoup de couleurs sans trop d'efforts. Bon, on parle. Maintenant qu'on a du mana, qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est là où je voudrais vous parler d'un concept très important qui s'appelle les archétypes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un archétype ? Pour faire simple, l'idée c'est de dire que les decks que vous pouvez assembler dans un environnement donné, ils vont souvent appartenir à des grandes familles de decks. C'est-à-dire que si je draft un deck d'un certain archétype, le deck de mon voisin qui drafterait lors d'une prochaine itération du cube le même archétype ou même pendant le même draft, son deck sera très différent du mien. Il n'y aura pas les mêmes cartes dedans. Et même si une certaine partie des cartes étaient identiques, parce qu'on ne draft pas en même temps et quand lui il draft le même archétype que moi, il a quand même pas mal de cartes différentes. Pourquoi est-ce qu'on parle alors d'archétype ? Un archétype est là pour définir cette espèce de structure synergique autour de laquelle notre deck va s'articuler. En quelque sorte, notre plan de jeu. Un archétype, c'est une manière de définir ce que mon deck cherche à faire, et donc je vais chercher des cartes particulières qui me permettent d'assembler ce plan de jeu. On parle alors d'archétype aggro, d'archétype contrôle, d'archétype tempo, d'archétype combo, mais on peut aller plus loin. On peut aussi parler d'archétypes plus précis, comme l'archétype réanimator, qui cherche à ranimer des créatures depuis le cimetière, ou comme l'archétype Winnie White ou Go Wide, qui consiste à jouer plein de petites créatures et à s'étendre sur le board. Ou évidemment l'archétype ramp, qui lui consiste à créer beaucoup de mana rapidement pour jouer des grosses cartes plus vite que prévu. Ces archétypes, ça va être important d'y penser à un moment ou à un autre. Mais avant cela, je voudrais quand même préciser que ce n'est pas indispensable d'avoir une structure archétypale pour votre cube. Ce que je veux dire par là, c'est que Magic the Gathering nous a habitués, et notamment depuis un certain nombre d'années, à avoir des archétypes de draft bicolores bien définis. Vous l'avez peut-être remarqué, mais lors de chaque extension, vous avez un petit guide de draft dans votre boîte de booster qui vous dit l'archétype blanc-bleu c'est ça, l'archétype rouge-vert c'est ça, l'archétype blanc-noir c'est ça, etc., etc. Et ça vous donne des guides pour pouvoir drafter plusieurs couleurs en draft. Comme ça, vous savez un petit peu où vous allez. C'est super.
moi je crois énormément en la vertu de cette structure archétypale. Néanmoins, n'oublions pas que ce n'est pas indispensable. C'est dispensable pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, vous pouvez vouloir une approche de votre cube beaucoup plus émergente. C'est-à-dire que vous pouvez souhaiter que vos joueurs ils expérimentent des choses à partir d'un pool de cartes. Vous pouvez très bien vous dire je mets ces cartes-là, je mets ces cartes-là, je mets ces cartes-là, moi c'est des cartes que j'aime bien, et on verra bien comment les joueurs les associeront. C'est hyper important de se rappeler que cette approche, elle est complètement légitime. C'est pas nécessairement un moins bon cube, parce que vous préférez que vos joueurs y créent leurs archétypes eux-mêmes. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que même si vous faites une structure archétypale, vos joueurs vont expérimenter des choses eux-mêmes. Et quoi que vous fassiez, ils le feront. En fait, même si vous dites rouge et vert, ça fait ça, peut-être que vos joueurs ils vont prendre des cartes rouges mais qui font autre chose, et des cartes vertes qui font autre chose, et faire un deck un peu différent, qui fait pas forcément ce que vous aviez prévu, mais ça veut pas dire que le deck il est pas bien quand même. Alors peut-être qu'il sera plus fort, moins fort que ce que vous aviez prévu, ou peut-être que vous n'y aviez même pas pensé. Dans tous les cas, cette approche est complètement valable. Et c'est bien de se rappeler que, dans une certaine mesure, un cube échappe toujours un petit peu à son créateur. Une fois que le cube est entre les mains des joueurs, les joueurs vont se l'approprier. Les joueurs vont en faire quelque chose qui n'est pas forcément ce que vous attendiez. Vous aurez alors plusieurs solutions. Soit vous acceptez que le cube s'adapte et qu'en réalité, il y a des choses qui vous avaient échappé et que ces choses-là, vous allez maintenant les considérer. Ou bien vous pouvez faire des ajustements pour que ces choses, si elles ne sont pas désirables, soient supprimées parce que vous les rendez impossibles à assembler dorénavant. Bref, en conclusion, n'essayons pas de mettre nos joueurs trop dans des cases, et leur donner des fils conducteurs c'est une bonne chose, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres approches qu'une structure très rigide, avec des voies toutes préparées pour vos joueurs et vos joueuses. Néanmoins, on va quand même s'attarder un petit peu sur cette idée d'archétype, notamment parce que même dans une approche extrêmement émergente, la notion de synergie est très importante. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une structure archétypale ? On entend par là une structure globale de votre cube qui va donc s'articuler autour de plusieurs archétypes. Souvent 10 bicolores, puisqu'il y a 10 combinaisons différentes de 2 couleurs, et c'est relativement peu probable que vous ayez envie ou que ce soit souhaitable qu'une de ces combinaisons ou plusieurs soit juste occultée. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres structures, comme par exemple une structure autour de 5 archétypes bicolores couleurs alliées ou couleurs ennemies, ou autour de 10 archétypes tricolores, ou encore une fois 5 tricolores alliés, 5 tricolores ennemis, qu'on appelle respectivement les éclats ou les wedges. Vous pouvez aussi, en fonction de la répartition des couleurs dans votre cube, vous pouvez très bien avoir des archétypes qui contiennent tous une certaine couleur. C'est le cas par exemple du cube Land d'Antonin, qui possède 6 archétypes, tous contenant du vert. En réalité, ce sont tous des archétypes tricolores, mais comme le vert est une couleur prépondérante dans le cube avec beaucoup plus de cartes, au final, il considère que tout le monde jouera du vert d'une manière ou d'une autre, et que tous ces archétypes doivent en contenir. Ce qui est important, c'est de se garder à l'esprit que vous devez avoir une structure relativement cohérente et équilibrée. C'est-à-dire que si vous avez un déséquilibre dans vos archétypes, ce déséquilibre devra se retrouver d'une manière ou d'une autre dans la structure des cartes de votre cube. Si vous avez que des archétypes qui contiennent du vert, il vous faut plus de cartes vertes que des cartes des autres couleurs. Parce que plus de joueurs en auront besoin pendant le draft. C'est pas pour rien que les structures archétypales sont très équilibrées. C'est parce que ça vous assure, en ayant un set lui aussi équilibré, ça vous assurera que vos joueurs aient tous des cartes pour leur deck. Vous n'avez pas envie d'avoir un archétype qui contienne 4-5 cartes et un autre 45. Dans l'idéal, tout ceci doit être plutôt bien réparti, plutôt bien mélangé, pour que tous vos joueurs aient de quoi se mettre sous la dent. Maintenant, sans aller jusqu'à avoir des archétypes rigides en disant rouge-noir c'est Reanimator, blanc-noir c'est blablabli, etc., vous pouvez penser autour de synergie. Si jamais je commence à mettre des cartes dans mon cube qui disent à chaque fois que je défausse une carte, je fais patati, eh bien, vous allez vouloir mettre des cartes qui permettent de défausser des cartes. À vous de voir dans quelle couleur vous allez vouloir mettre ces cartes. Dans l'idéal, soit c'est un thème récurrent dans votre cube, et dans ce cas-là, vous allez vouloir en mettre dans toutes les couleurs, soit éviter d'en saupoudrer dans un peu toutes les couleurs, mais de n'en mettre suffisamment dans aucune. Votre objectif, ça reste quand même que à la fin, vos joueurs puissent assembler un deck. Vous voulez éviter, à moins que ce soit une volonté évidemment de votre cube,
mais vous préférez éviter que vos joueurs se sentent obligés d'assembler 4 ou 5 couleurs pour avoir suffisamment de cartes qui synergisent avec ce qu'ils ont mis dans leur deck. Encore une fois, ça dépend du curseur. À quel point vous voulez un cube synergique, à quel point vous voulez un cube avec uniquement des bonnes cartes et vous assemblez le meilleur deck midrange qui existe. Bref, ça vous regarde. Mais c'est important déjà de choisir si vous voulez un cube plus aggro, plus contrôle, ou bien si vous avez des archétypes particuliers que vous voulez. Par archétype, évidemment, j'entends des grands archétypes comme, j'ai donné l'exemple de Reanimator, mais j'aurais pu donner l'exemple de Ramp. Si vous voulez un archétype Ramp, il vous faudra mettre des sources de Ramp dans votre cube. Par là, j'entends soit des petites créatures qui font du mana, soit des effets croissance luxuriante qui vont aller chercher des terrains dans votre deck pour les mettre en jeu. À vous de voir comment est-ce que vous articulez tout ça, mais à un moment ou à un autre, il vous faudra quand même recouper les cartes que vous aurez mises dans votre cube. Pour que vos joueurs aient envie d'assembler des choses entre elles, vous voulez créer des connexions entre vos cartes. C'est ça évidemment qu'on entend par synergie. Si vous voulez mettre des créatures à ranimer, vous voudrez aussi mettre des cartes pour les ranimer et aussi des cartes pour les mettre dans le cimetière, c'est-à-dire de la défausse ou des effets pour vous meuler. Dans tous les cas, vous allez vouloir densifier ces connexions pour créer des ramifications. Et c'est là qu'arrive un concept très important qui s'appelle la cross-pollinisation. Pour faire simple, la cross-pollinisation, c'est ce qui va vous permettre de relier plusieurs archétypes entre eux. En fait, on parle de cross-pollinisation quand on a une carte qui rentre dans plusieurs synergies ou dans plusieurs archétypes. Si jamais votre archétype rouge-noir, c'est Reanimator. Mais que votre archétype noir-blanc, c'est Sacrifice. Vous avez un point commun. Vous avez la couleur noire, déjà, qui est un point commun entre les deux, mais vous avez un autre point commun, le cimetière. Si jamais vous avez des cartes noires qui vous permettent d'avoir des effets quand les créatures sortent du cimetière ou y arrivent, potentiellement, ce sont des effets qui vont pouvoir rentrer dans un deck ou dans l'autre. Si vous avez des effets de récursion, ils sont intéressants et dans votre deck sacrifice pour ramener vos créatures une fois que vous les aurez sacrifiées, mais ils sont aussi intéressants dans votre deck Reanimator pour ramener vos créatures en jeu. On parle alors de cross-pollinisation, puisque c'est de la pollinisation croisée. En réalité, cette carte, elle vient polliniser chacun des deux archétypes, et le plus vous aurez de cartes comme ceci dans votre cube, le plus ça permettra à vos joueurs d'avoir de grandes quantités de cartes à leur disposition pour leur propre archétype et leur propre plan de jeu. Pensez aux sources de mana dont on a parlé tout à l'heure. C'est le même principe. Si vous avez que des îles volcaniques, vous avez beaucoup plus de sources de mana bleues et rouges au total pour la même quantité de terrain. Et c'est la même chose avec les cartes de votre cube. Si jamais vous voulez avoir suffisamment de cartes pour chacun de vos archétypes, ou pour chacune de vos synergies, chacun de vos thèmes en fait, dans votre cube, avoir de la cross-pollinisation, ça va permettre deux choses. La première, c'est d'augmenter la densité de cartes qui peuvent intéresser chacun de vos joueurs. Puisque quand vous allez vous limiter à 2 couleurs quand vous draftez, vous allez ignorer déjà 3 autres couleurs. Donc, potentiellement, 60% du cube. Mais si au sein de ces couleurs-là, il y a beaucoup de cartes qui ne vous concernent pas parce qu'elles ne sont pas jouables dans votre archétype, ça va réduire encore la quantité de cartes qui vous intéressent. Le plus vous avez de cartes qui peuvent aller dans plusieurs archétypes, le plus de cartes intéresseront chaque archétype individuellement. Enfin, choisir vos archétypes et ou vos synergies, vos thèmes, ça va vous permettre aussi, en tant que créateur du cube, de comprendre ce que vous avez envie que vos joueurs jouent. C'est ça la différence majeure avec la création d'un deck. Quand vous créez une decklist, vous savez déjà ce que vous voulez jouer. Vous voulez mettre des cartes qui font A, des cartes qui font B, parce que A plus B c'est cool, et puis vous en mettez le plus possible. Idéalement, vous mettez un petit peu d'interaction, etc. Le truc, c'est que vous avez un seul plan de jeu. Votre deck, il essaye de faire quelque chose. Là, c'est très différent. Vous essayez de mettre en place les outils qui permettent de construire différents decks. Des decks qui ne veulent pas du tout faire la même chose potentiellement. D'où l'importance de vous assurer que tous ces decks sont jouables individuellement. En ayant une structure archétypale ou en identifiant vos mécaniques, vos synergies, vos thèmes, vous allez pouvoir vérifier que vous avez suffisamment de cartes pour chacun de ces archétypes. Il n'y a pas vraiment de règle absolue et la question des Asfan, donc encore une fois cette statistique qui vous permet de calculer combien d'exemplaires d'un type de carte vous avez des chances de voir pendant un draft en tant que joueur, ce sont des concepts qui sont un peu trop compliqués pour être détaillés dans cet épisode, qui se veut malgré tout une synthèse. Mais je vous invite à y regarder et je ferai probablement un épisode dessus pour vous expliquer plus en détail comment vous assurer que vos joueurs aient suffisamment de playable pour leur deck. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant, c'est que
Je vous invite, en tout cas personnellement, à réfléchir à une structure qui vous permette d'avoir de la cross-pollinisation et qui vous permette d'avoir des decks différenciés. Si je prends l'exemple d'une structure archétypale avec 10 archétypes bicolores, je vous incite fortement à ce qu'il y ait des passerelles entre vos archétypes. J'ai donné l'exemple du cimetière avec Sacrifice et Réanimator, mais je pourrais donner d'autres exemples. Peut-être que, encore une fois, si vous avez un archétype qui a de l'intérêt à avoir beaucoup de cartes dans votre cimetière, ce qu'on appelle généralement les archétypes self-mill, tous les effets de discard, eux aussi vont cross-polliniser avec tous ces archétypes qui ont besoin d'avoir des cartes dans votre cimetière. Si jamais vous avez un archétype agressif qui va jouer des sorts de burn pour attaquer les points de vie de l'adversaire, et que vous avez un archétype Spellslinger qui bénéficie du fait de lancer des éphémères et des rituels, encore une fois, vous avez de la cross-pollinisation, car ces sorts de burn intéresseront les deux decks. Trouvez la structure qui convient à votre cube, trouvez la structure qui permet de créer les decks que vous avez envie de voir possibles, et si jamais vous ne voulez pas trop rigidifier et que vous préférez voir ce qu'il adviendra du pool de cartes que vous avez choisi et de voir comment, de manière émergente, vos joueurs vont créer des decks depuis la liste, et bien dans ce cas-là, c'est possible aussi, mais je vous invite à être particulièrement attentif. En effet, il n'y a rien de pire que des pièges, des cartes qui ont l'air extrêmement chouettes, mais quand vous les draftez, vous vous rendez compte que malheureusement, elles n'ont pas assez de petites copines pour fonctionner, et vous avez un effet génial, mais au final, votre deck n'est pas fonctionnel, puisque vous n'avez pas assez d'effets dans votre deck pour soit activer la carte en question, soit être redondant avec. C'est le dernier conseil que je donnerai concernant les archétypes et les synergies, c'est que vous ne devez jamais oublier que chacun de vos archétypes doit être suffisamment soutenu. C'est vrai pour chaque archétype, mais c'est aussi vrai pour chaque synergie. Maintenant que vous avez un peu plus une idée de pourquoi est-ce qu'on structure un cube autour d'archétypes bicolores, tricolores ou ce que vous voulez, on va parler d'un concept qui est au final assez répandu, qui est la courbe de mana ou la mana curve. Dans un cube, vous aurez besoin de vérifier cette mana curve tout pareil. Pour faire simple, si jamais vous avez trop de cartes à fort coût de mana dans votre cube et pas assez à faible coût de mana, exactement comme dans un deck, pendant le draft, vous allez vous retrouver à pas avoir suffisamment de cartes pour pouvoir faire que vos decks aient la bonne mana curve. De manière générale, je vous recommande de privilégier les sorts à bas coût de mana dans votre cube plutôt que les sorts à haut coût de mana. Vous allez avoir naturellement tendance à laisser wheel davantage les cartes qui coûtent cher parce que vous ne pouvez pas en abuser. Si jamais j'ai 4, 5, 6 cartes qui coûtent au moins 5 mana dans mon deck, la probabilité que j'en veuille une de plus, elle est extrêmement faible. Et la probabilité que j'en veuille une deuxième encore après est encore plus faible. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez vous permettre, dans une certaine mesure, d'être un petit peu plus lâche sur ces cartes-là, de les attendre davantage, et donc s'il y en a un petit peu moins dans le cube, c'est pas forcément grave. Par contre, si vous avez des petites interactions à 1, 2 mana, ces cartes-là sont extrêmement recherchées, et potentiellement une de plus dans votre deck, ça fait jamais de mal. Raison de plus pour pouvoir en mettre une grande quantité dans votre cube, afin d'éviter que vous vous retrouviez à sec, ou avec une mana curve de votre deck qui est catastrophique. Cette mana curve, elle s'applique à tous vos types de sorts, quelle que soit leur couleur, mais je vous incite quand même à regarder au sein de chaque couleur, même quasiment au sein de chaque catégorie. Je m'explique. Si jamais j'ai ma couleur bleue, dans laquelle toutes mes créatures coûtent 4 mana et tous mes éphémères coûtent 2 mana, peut-être que ma curve en bleu, elle est correcte. Mais en réalité, ce qu'elle trahit, c'est que si jamais j'ai uniquement besoin des sorts, j'ai plein de cartes à 2 mana, mais que si j'ai besoin que des créatures parce que je joue un deck avec du bleu, certes, mais plutôt agressif, je vais pas avoir de créatures à jouer au tour 2, au tour 3, et ça c'est un problème. Donc, essayez de faire en sorte que au sein de chaque catégorie, vous ayez une certaine curve, ou en tout cas, une curve qui ait du sens. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'archétype aggro en blanc, mais que par contre vous avez un archétype contrôle qui veut jouer des anges à 5, 6, 7 mana, c'est pas grave de ne pas avoir beaucoup de petites créatures. A l'inverse, si jamais vous avez un archétype agressif, un archétype mid-range et quelques cibles pour contrôle, vous allez vouloir faire extrêmement attention à ce que votre curve de créatures soit plutôt bien équilibrée pour vous, c'est-à-dire plus de petites, et ensuite on descend progressivement, puisque vous allez vouloir nourrir des archétypes qui ont des besoins différents. Pensez à chaque fois que vous voulez réfléchir par le prisme des decks. Quand vous construisez votre cube, mettez-vous à la place de vos joueurs qui vont drafter et qui vont assembler une liste. Si jamais il manque de quelque chose, ils vous le reprocheront
à vous. C'est là où j'en arrive à la répartition des couleurs. De manière générale, je recommande fortement de répartir les couleurs de façon plutôt équitable. Et les cartes incolores et multicolores, c'est vraiment un tout autre sujet. Je vais faire un mini aparté concernant les déséquilibres dans les couleurs. Vous pouvez avoir un cube avec une couleur qui est très majoritaire ou qui est très minoritaire. C'est complètement possible. Rien ne vous oblige à avoir un cube où les 5 couleurs sont présentes. Pensez bien à adapter votre base de mana en conséquence. Ne mettez pas des cycles de terrain complets si vous avez une couleur qui est absente de votre cube. Ça n'aurait pas de sens. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que si jamais vous voulez déséquilibrer une couleur, vous devrez l'adapter dans tous les autres aspects de votre cube. Dans les archétypes, dans la mana base, mais c'est complètement possible. Dans ce cas-là, faites au prorata et essayez d'avoir quelque chose de cohérent pour que si vous avez une couleur plus présente dans vos archétypes, faites en sorte qu'il y ait davantage de cartes de cette couleur pour nourrir les archétypes en question. Maintenant, combien de cartes je vous recommande de jouer ? Eh bien en réalité c'est très simple. Vous avez vos terrains, vous les soustrayez de votre liste. Ensuite, vous avez vos cartes incolores et vos cartes multicolores. Et on va parler de celles-ci. Pourquoi ? Parce qu'après vous allez vous retrouver avec un gros tas de cartes et ce gros tas de cartes, vous pouvez simplement le diviser en 5 et ça vous donne à peu près la quantité de cartes dont vous avez besoin par couleur. J'en profite pour faire un petit aparté. Je vous ai dit dans l'épisode précédent que si la taille de votre cube n'était pas strictement 360, ce n'était pas très grave. Et je le pense toujours. Par contre, il y a quelque chose d'important que je vais vous dire. Si jamais vos couleurs ne sont pas parfaitement équilibrées, c'est-à-dire que vous avez une couleur à 52 cartes et une couleur à 50 cartes, ce n'est pas grave. N'écoutez pas les gens qui vous diront le contraire. Évidemment, si vous avez un déséquilibre très important, ça va se ressentir pendant le draft. Si vous avez 10-20 cartes de moins en blanc qu'en noir, les signaux ne seront pas très clairs. Des personnes qui ne jouent pas noir penseront que noir est ouvert alors qu'en réalité il y a déjà plusieurs personnes dessus. Votre pauvre joueur qui joue blanc va manquer de playable. Bref, ce sera terrible. À moins encore une fois que ce soit voulu et que ce soit équilibré partout ailleurs et transmis à vos joueurs. N'oubliez pas, si vos couleurs ne sont pas équilibrées, vos joueurs doivent le savoir avant le draft. C'est très important parce que la norme, c'est que toutes les couleurs soient équilibrées entre elles. Si ce n'est pas le cas, et c'est d'ailleurs une règle d'or que je vous recommande pour n'importe lequel de vos changements, si vous changez quoi que ce soit par rapport à une norme dans votre cube, communiquez-le à vos joueurs, je vous en supplie. Les cartes incolores et les cartes multicolores, donc. D'abord, les cartes incolores. Les cartes incolores, c'est particulier. En fait, je pense que c'est la partie la plus adaptable de votre cube. Vous pouvez très bien en mettre un peu plus, un peu moins, c'est pas forcément gênant. Quand vous avez une très grande quantité, en général, ça veut dire que vous avez souvent moins besoin de sources de mana, de sources de fixing, j'entends. C'est notamment le cas dans mon cube artefact, mais dans pas mal d'autres cubes artefacts, c'est la même chose. Par contre, on va parler des cartes multicolores parce que ça, c'est très important. Un défaut que je vois souvent dans des cubes de débutants, c'est d'avoir trop de cartes multicolores. Par carte multicolore, je n'entends pas des cartes hybrides. J'entends bien des cartes qui nécessitent un mana de plusieurs couleurs. Par exemple, une carte qui nécessite un mana bleu et un mana vert. Dans ce cas-là, on est bien sur une carte multicolore. Les cartes multicolores, pour faire simple, plus vous en avez et plus vous demandez à vos joueurs de jouer de grandes quantités de couleurs ou vous récompensez le joueur qui en jouera 5. Pourquoi ? Si jamais je joue 2 couleurs, je joue blanc-rouge, je joue Boros, eh bien je suis intéressé par les cartes multicolores Boros. Je suis intéressé par les cartes blanches et je suis intéressé par les cartes rouges. Les cartes blanches et les cartes rouges constituent 40% des cartes colorées d'une seule couleur, puisqu'on a dit que les couleurs étaient équilibrées entre elles. Donc, 60% des cartes du cube d'une seule couleur ne m'intéressent pas. Maintenant, regardons les cartes multicolores. Je suis intéressé par les cartes Boros, mais je ne suis pas intéressé par une carte Rakdos, c'est une carte rouge-noir, ne m'intéresse pas. Quand bien même elle a une couleur en commun. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas la jouer, je n'ai pas de source de noir dans mon deck. Et bien là, vous vous retrouvez à avoir seulement 10% des cartes qui m'intéressent. Vous faites le ratio, vous avez 8 joueurs autour de votre table. A priori, si chaque archétype n'est drafté qu'une seule fois et que donc chaque joueur a un archétype différent, il y a au moins 2 archétypes qui ne sont pas draftés. Toutes vos couleurs sont draftées. Mais vos cartes multicolores, il y en a au moins 20% qui n'intéresseront personne. Et c'est là le piège. C'est que les cartes multicolores, elles sont souvent très excitantes. Elles sont souvent hyper sympas. Elles sont un peu shiny. C'est normal. Combiner plusieurs couleurs, ça permet de faire des choses plus exceptionnelles. Et donc, vous avez envie d'en mettre dans votre cube. Néanmoins, le problème que je remarque souvent, c'est que dès que vous en mettez trop, vous commencez à polluer votre cube. Je vous incite à avoir une quantité raisonnable de cartes multicolores. 4 par multicolorité, c'est déjà vraiment beaucoup. Je vous recommande de ne pas dépasser ce nombre.
à moins que vous ne vouliez un environnement avec beaucoup d'archétypes tricolores. Dans ce cas-là, ça peut se justifier. Déjà, je trouve que 4 c'est beaucoup. Moi, je vous recommanderais d'éviter d'en avoir plus. Donc, 3 par bicolorité, ça signifie 30 cartes multicolores. Et comme ça, ce que ça permet, c'est que si jamais je ne joue que 2 couleurs, eh bien, il n'y a que, avec des guillemets, 27 cartes multicolores qui ne m'intéressent pas, plutôt que 36. Et c'est quand même vachement mieux pour vos joueurs. Rapidement, il existe aussi des cartes multicolores qui ont plus de 2 couleurs. Je parle évidemment des cartes tricolores et 5 couleurs. Vous pouvez en mettre dans votre cube, mais tout ce que je viens de dire s'applique encore plus fort à ces cartes-là. Par exemple, je vous déconseille d'avoir plusieurs cycles de cartes tricolores si vous ne voulez pas avoir que des archétypes tricolores dans votre cube. Si c'est le propos de votre cube, eh ben, faites-vous plaisir. Mais dans un cube où jouer de couleurs c'est la norme, les cartes tricolores ont de très très fortes chances de ne jamais être jouées, et c'est autant de cartes mortes dans les boosters si personne ne joue la tricolorité en question. Vos joueurs ont beaucoup plus de chances de jouer des cartes bicolores que des cartes tricolores, donc évitez d'en mettre trop. Et évidemment, c'est le même principe pour les cartes 5 couleurs, je pense que vous l'aviez deviné. Petit conseil aussi concernant vos cartes multicolores. Vos cartes multicolores sont un très bon moyen d'indiquer vos archétypes. On parle alors en anglais de signpost. Le principe, c'est que vos cartes multicolores, comme elles ont déjà les 2 couleurs de votre archétype, si vous êtes sur une structure archétypale bicolore évidemment, eh bien, voir une carte multicolore vous permet de vous dire « Ah, l'archétype, il essaye de faire ça ». C'est une très bonne manière de rendre votre cube plus accessible à des nouveaux joueurs. Et c'est une méthode qui est utilisée par Wizards of the Coast depuis maintenant plusieurs années pour leur format de draft. Personnellement, c'est une méthode que j'utilise pas mal. Elle me permet d'éviter de donner des mauvais signaux à mes joueurs et à mes joueuses, ce qui, de manière générale, est un petit peu le poison des cube designers. Régulièrement, vous voudrez mettre des cartes hyper chouettes. Par exemple, une carte bleue qui fait un truc pas du tout bleu et qui correspond à un archétype qui est rouge-noir. Et ben, le plus vous avez de cartes comme ça dans votre cube, le moins les signaux des archétypes sont clairs. Or, vous voulez quand même guider vos joueurs et éviter de les faire se prendre le mur. Donc ce genre de choses, consommez-les avec modération. Si vous pouvez profiter de faire de votre section multicolore une section qui donne des conseils à vos joueurs, je vous le recommande vivement. On a parlé de la mana base, on a parlé des archétypes, on a même parlé des répartitions de coups de mana et de couleurs. Bon, il faut maintenant qu'on parle de ce qui va caractériser votre cube, les menaces. En gros, comment vos joueurs gagnent vos parties. Choisir vos menaces a un impact énorme sur votre cube. Si vos menaces, ce sont des Baneslayer Angel, c'est-à-dire des grosses créatures à 5 mana qui, une fois qu'elles sont en jeu, tant qu'elles ne sont pas gérées, vous êtes en train de gagner la partie, c'est pas la même chose que si vos menaces, c'est des jeunes pyromanciens, les petites de 1 pour 2 qui, quand vous lancez un sort, vous créez un jeton 1-1. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, la violence de vos menaces va avoir un impact très très fort sur l'atmosphère de vos parties et leurs sensations. Si vous avez des cartes dans votre cube qui, une fois qu'elles sont jouées, vous gagnez immédiatement la partie ou le tour d'après, peut-être que votre adversaire va immédiatement concéder la partie. Auquel cas, vous n'avez pas vraiment joué avec cette menace. Vous n'avez pas vraiment joué avec cette carte. La partie s'est terminée au moment où vous l'avez jouée. Mais vous n'avez pas attaqué avec, vous n'avez pas bloqué avec, votre adversaire n'a pas tenté d'interagir avec, la partie est terminée. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Moi, j'aime bien les cartes très puissantes. Donc, je vous déconseille pas d'en mettre dans vos cubes. Par contre, c'est important de savoir que c'est pas la même chose que d'avoir plein de petites cartes qui, emmenées au bout, vous permettent de gagner petit à petit la partie. Choisir vos menaces, ça va permettre de choisir aussi le tempo de vos parties. Est-ce que vos parties, elles se terminent au tour 5, au tour 6, au tour 7 ? Est-ce que vos parties, elles se gagnent parce que vous avez réussi à grind petit à petit de la value contre votre adversaire ? Ou est-ce que vos parties, elles vont se terminer parce que vous allez réussir à assembler une combo ou à jouer votre énorme créature imbattable ? Je vous incite à choisir des menaces qui donnent le gameplay que vous voulez. De la même manière, évitez de mettre des menaces qui ont beaucoup de protection, indestructibles, inciblables, si jamais vous voulez que vos joueurs interagissent avec les menaces de votre adversaire. Encore une fois, vous n'êtes pas en train de créer un deck. Ce que vous êtes en train de faire, c'est créer un environnement de jeu. Et donc, parfois, les meilleures cartes ne sont pas forcément les meilleures. Les combos. Bon, la section sur la menace était rapide, celle sur les combos le sera tout autant. Je ne vais pas prendre le temps de vous détailler l'intégralité des combos de Magic qui existent sur internet, je pense que ça prendrait beaucoup trop de temps et qu'en plus ça vous intéresse même pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la présence de combos dans votre cube, par combo j'entends des associations de 2 ou de 3 cartes
qui prodigue une quantité de ressources ou de valeurs qui vous fait probablement instantanément gagner la partie ou qui fait que vous ne pouvez plus la perdre. Les combos ont un impact très très fort sur les émotions de votre cube. Ça rejoint la question juste avant sur les menaces. Savoir qu'il y a des combos dans un cube vous fait le drafter différemment et vous fait le jouer différemment. Ça vous fait drafter différemment parce que quand vous voyez une pièce de combo, vous allez vous poser la question de est-ce que la deuxième pièce est dans la nature ? Est-ce que la deuxième pièce a déjà été draftée ? Est-ce que j'ai déjà vu la deuxième pièce ? Et est-ce que ça vaut pas le coup que je prenne cette pièce-là pour empêcher quelqu'un d'assembler une combo si j'ai pas prévu de la jouer ? C'est aussi une manière de spéculer sur des choses que vous n'aviez pas forcément prévu de jouer, beaucoup plus fortement que sur n'importe quelle autre carte du cube. En fait, le reward, la récompense, est tellement plus élevé que vous allez considérer les choses que vous n'auriez pas fait avec d'autres cartes qui auraient davantage ajouté juste de la valeur à votre deck. Les combos ont un autre désavantage, c'est qu'elles vont nécessiter une plus grande connaissance du cube, ou en tout cas une plus grande connaissance de Magic. Si votre adversaire n'a jamais joué contre la combo Twin Exarch, le moment où vous allez l'assembler et l'attaquer avec votre infinité de 1-4 célérité, il va pas avoir une très bonne expérience parce qu'il n'avait aucun moyen de tourner autour. Vous ne pouvez tourner autour que des choses que vous connaissez. Alors que, évidemment, certes, vous allez peut-être pouvoir jouer une créature qu'il ne connaissait pas et qui va le mettre mal, mais normalement, vous n'avez pas instantanément gagné la partie puisque le principe, c'est que vous n'avez pas généré une quantité de valeur illimitée. Les combos, c'est complètement différent. Ça vous permet de gagner un peu de nulle part, ça permet des comebacks, mais ça peut aussi vouloir dire que toute la première partie de la partie n'avait pas beaucoup d'importance. Au final, si la tempo n'était pas importante, que les points de vie n'étaient pas importants, que la seule chose qui comptait c'était que vous assembliez votre combo avant que l'adversaire gagne, ça peut aussi donner ce sentiment de game non interactive et donc, encore une fois, intégrer des combos avec parcimonie. Moi j'aime bien les combos, ça dépend lesquels évidemment, je suis pas en train de dire qu'il faut pas en mettre, mais assurez-vous que les combos que vous mettiez, mon conseil c'est mettez des combos que les joueurs connaissent et surtout, mettez des combos avec lesquels vos joueurs peuvent interagir. On en arrive sur la dernière partie. Les interactions, c'est un petit peu particulier, puisque ça rentre pas vraiment dans un archétype, à part si vous jouez contrôle évidemment. D'ailleurs, mini aparté, je glisse ça très rapidement. Si vous avez des archétypes contrôle qui jouent des sweepers, des Vrass, donc des cartes qui détruisent toutes les créatures, je vous déconseille d'en jouer trop. Dites-vous que 2 Vrass ou 3 dans un cube de 360 cartes, c'est déjà beaucoup. Fin du petit aparté. Les interactions, elles ne rentrent pas vraiment dans un archétype de base, c'est-à-dire que n'importe quel deck peut avoir besoin d'interactions, et des natures d'interactions différentes. De la défausse, des contres, des removals, des Vrass, de l'exil de cimetière, des cartes qui permettent de renvoyer des cartes dans la main, bref, des interactions, il y en a des tas. Non, ce qui est important, c'est de choisir lesquelles et en quelle quantité. Déjà, vous l'avez deviné, la nature de l'interaction, elle est très importante. C'est-à-dire que si vous voulez des contres, ça sera pas la même chose que s'il n'y en a pas dans votre cube. Vous n'allez pas jouer de la même manière, vous allez tourner différemment autour de ce que peut faire votre adversaire quand il a du mana ouvert, etc. etc. À vous de choisir les natures d'interaction qui vous plaisent. Mais il y a 2 choses dont je veux surtout vous parler. C'est densité d'interaction et vitesse des interactions. Quand je parle de vitesse des interactions, j'entends pas est-ce que c'est en éphémère ou en rituel. Non, j'entends le coût de mana de vos interactions. Pourquoi ? En fait, on a parlé des menaces tout à l'heure. Les menaces, pour qu'elles soient menaçantes et que vos joueurs aient envie de les jouer, il faut que quand vous jouiez votre menace, vous augmentiez vos chances de gagner la partie. Sinon, vous n'allez pas jouer la carte, c'est normal. Ce que ça veut dire, c'est que plus vos menaces coûtent cher en mana, moins vous pouvez vous permettre que vos gestions pour ces menaces coûtent très peu de mana. Je m'explique. Si jamais vous jouez une créature à 6 mana qui a besoin d'attaquer pour faire quelque chose, et que votre adversaire joue une carte à 1 mana qui peut la détruire. Vous avez dépensé 6 mana dans le vent, votre adversaire il a dépensé un petit mana et il vient de prendre un énorme avantage de tempo. Il ne faut pas piéger vos joueurs. Vous voulez faire en sorte que vos joueurs soient récompensés pour jouer les cartes que vous avez mises dans votre cube, nom de Dieu. Donc, faites en sorte que vos joueurs, quand ils jouent une carte, ce soit pas un piège. Si jamais vous mettez des créatures ou d'autres types de menaces qui coûtent cher, assurez-vous que vos interactions pour les gérer coûtent cher elles aussi. Ou bien, peut-être que c'est parce que vous avez prévu que vos joueurs, ils trichent ces menaces et qu'ils les jouent bien plus tôt que prévu. Auquel cas, c'est ok d'avoir des réponses efficaces. La bonne manière de réfléchir, c'est l'efficacité de vos interactions doit se calquer sur l'efficacité de vos menaces. Plus vos menaces arrivent tôt dans la partie, plus vos interactions doivent arriver tôt dans la partie et vous coûter peu de ressources. Ça va vous permettre d'avoir un gameplay différent, beaucoup plus early, beaucoup plus agressif,
Si vous préférez des gameplays plus lents, rien ne vous empêche de jouer des menaces plus chères et des interactions plus chères. Encore une fois, je l'ai dit qu'une seule fois et je pense que c'était une erreur. J'aurais dû le dire plus tôt dans l'épisode. Mais créer un cube, c'est pas mettre que les meilleures cartes. En fait, peut-être que la meilleure interaction pour vous, c'est 4 mana, détruisez la créature avec 4 de force ou plus. Évidemment, c'est une interaction très spécifique et elle est vraiment pas très bonne. C'est un mauvais removal de limité. Mais peut-être que dans votre cube, c'est ça qu'il vous faut. Parce que peut-être que les créatures qui ont 4 de force ou plus, elles coûtent 8 mana. Et que si elles attaquent une fois, vous êtes quasiment sûr de perdre. Et du coup, de dépenser 4 mana pour la gérer, et ben c'est ok. À vous de voir. Mais si vous mettez des poussées fatales dans votre cube, je vous déconseille de jouer des créatures à 4 mana qui font pas grand chose. Encore une fois, indexez l'efficacité de vos interactions sur l'efficacité de vos menaces. De la même manière, la densité de vos interactions joue aussi. De manière générale, je vous recommande de jouer environ 50, 60, 70 interactions dans votre cube. Vous pouvez en mettre plus évidemment. En dessous de 50, je trouve que c'est vraiment léger et que vous allez avoir tendance à regarder un peu vos adversaires jouer tout seuls. Au-delà de 70, j'ai vraiment l'impression que c'est très dur de faire tenir une menace sur le board. Et moi, c'est pas un gameplay que je trouve très intéressant. C'est toujours une question de mesure et vous êtes libre d'en mettre plus, vous êtes libre d'en mettre moins. En tout cas, une chose très importante, c'est que si vous privilégiez un gameplay synergique avec des interactions entre vos cartes, pas les interactions agressives, hein, j'entends bien, je parle des interactions entre vos cartes, eh bien, je vous recommande de mettre moins d'interactions de manière générale dans le cube, parce que les interactions, donc les créatures removal, les boons, les counterspells, tout ça, ça va être très efficace pour empêcher le plan de jeu de votre adversaire de se mettre en branle. Et si jamais votre plan de jeu nécessite l'association de plusieurs cartes, par exemple A plus B plus C, eh bien avec une interaction qui supprime B, A et C, je viens de les rendre inutiles. Plus vous avez d'interactions dans votre cube, plus ces plans de jeu synergiques vont devenir faibles. Donc si vous voulez que ces plans de jeu synergiques, ce soit ça le cœur de votre cube, je vous conseille de mettre moins d'interactions. Bon, ça fait déjà 1 heure que je vous parle. Et je pense que je pourrais encore en dire pas mal. À mon avis, c'est l'heure d'arriver vers la conclusion de cet épisode. Je vais faire une sorte de dernier petit aparté qui va consister à parler de l'après. Parce qu'au final, là, je vous ai dit plein de choses. Je vous ai donné plein de choses auxquelles penser. Je vous ai dit, il faut penser à ça, il faut penser à ça, il faut penser à ça. Ça, c'est une guideline un peu générale. Ça, c'est une guideline un peu générale. Ok. Maintenant que votre cube, il est fait, vous en faites quoi? C'est là que je vais vous parler de 2 concepts très rapidement. Les playtests et l'itération. Ce que j'entends par playtest, c'est que votre cube, vous allez le jouer. Là, c'est bon, vous êtes dans la phase plaisante. Vous avez réussi. Votre cube, vous pouvez jouer avec. Parce que vous avez déjà écouté l'épisode 3 et qu'en fait, votre cube, il est déjà monté. Alors c'est super, mais votre cube, peut-être qu'il a des défauts. Peut-être qu'il vous plaît, mais qu'il y a des choses qui vous embêtent. En réalité, cette étape, elle est très importante, c'est l'étape de playtest. Quand vous allez jouer votre cube, oui, amusez-vous, profitez, mais essayez d'être un petit peu à l'écoute de vos joueurs et vos joueuses, mais aussi du cube en lui-même, de ce que vous observez dans vos boosters, de ce que vous observez pendant vos parties. Pourquoi ? Parce qu'un cube est un processus qui ne se termine pas. Oui, vous pouvez dire que votre projet, il est arrivé à son terme, en ce qui concerne vos ambitions, en ce qui concerne l'énergie que vous vouliez y mettre. Mais si vous voulez accompagner ce cube pour en faire une expérience qui se rapproche le plus possible de ce que vous voulez, ce processus est infini. Et je dis pas ça pour vous décourager, au contraire, c'est ça la magie du cube. Ce travail, il va se faire étape par étape, et au fur et à mesure que de nouvelles cartes arriveront, au fur et à mesure que vous connaîtrez de plus en plus votre cube va évoluer. Cette boucle, vous le testez, vous le changez, vous le retestez, vous le rechangez. C'est ça qui fera que votre cube va devenir un objet magnifique, une expérience de jeu unique à part entière qui vous ressemble. Et c'est ça qui est magnifique dans le cube design. C'est que de tout ce qu'on peut faire dans Magic, le cube est de très loin la manière de s'exprimer la plus précise, la plus intime, la plus complète. Et au bout d'un moment, vous verrez que ce cube, quand je dis qu'il vous ressemble, c'est pas une blague. Mais pour ça, il faut lui laisser du temps. Il faut le laisser vivre. Jouez votre cube. Laissez-le respirer. Ne soyez pas trop prompt à vouloir changer quelque chose quand vous voyez un problème. Essayez de prendre le temps de comprendre si c'est un problème. Et si c'en est pas un, c'est pas très grave. Et votre cube, il aura ça.
S'il y a quelque chose de pas parfaitement équilibré, peut-être que c'est un problème, mais peut-être pas. Si jamais quelqu'un vous dit que cette carte, il l'aime pas, peut-être que vous l'aimez et peut-être que vous voulez la laisser. Donc écoutez-vous aussi. Essayez de vous faire confiance. Mais surtout, laissez-vous du temps et prenez du temps. Créer un cube est un processus long. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Ça va vous demander beaucoup de recherche de cartes. Ça va vous demander beaucoup de temps à vous creuser la tête pour chercher à résoudre le problème. Mais la récompense, c'est pas seulement la destination, c'est aussi le voyage. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Cet épisode du Maître Cube vous a été présenté par Lucas Forlacroix, votre humble serviteur dévoué aux mystérieux arcanes du game design. On se retrouve la semaine prochaine pour le 3e et dernier épisode du Cubtoriel, dans lequel je vous expliquerai comment passer de un énorme tableur Excel à une boîte avec des cartes dedans. La musique est produite par Léa Ikash. Les visuels sont réalisés par Ophélie Pimbergry. Le jeu de cartes Magic l'Assemblée est produit par Wizards of the Coast. Continuez de jouer à Magic, continuez de cuber, et à bientôt pour un nouvel épisode du Maître Cube.